Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors ça fait à peu près un mois que j'avais pas fait de vidéo, j'ai eu la crève, mal à la gorge, donc bref, j'étais pas en état de faire des vidéos. Pour Marvel Champions, je voulais refaire quelques parties, notamment en duo, avant de poursuivre mes explications, enfin mon déballage de la boîte de base. Pour Arkham, eh bien, je voulais notamment jouer la version améliorée du Journal des Rêves, enfin l'inclure dans un deck pour découvrir les trois versions de cette carte avant d'en faire la critique, parce que, eh ben, concrètement, je trouvais idiot de me spoiler moi-même en faisant ma revue. Donc ça attendra encore une petite semaine, je pense. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 5 packs d'investigateurs, les 5 decks préconstruits qui vont sortir pour Horror Arkham. Alors, on ne sait pas trop quand, j'ai lu quelque part septembre, bon, on verra. Disons, a priori, il faut tabler sur troisième quart de l'année. Alors, j'avais prévu de faire simplement une vidéo assez courte d'explication de ce que c'est et de ce que j'en pense. Alors je vous le dis déjà, j'en pense beaucoup de bien. Et puis en allant sur le site ArkhamDB pour préparer mes écrans, parce que là ce coup-ci je fais pas que l'enregistrement audio, je fais la captation avec Simple Screen Recorder. Je me suis rendu compte qu'ArkhamDB a déjà listé les cartes et comme ça me simplifiera la présentation des cartes, enfin je ne pense pas qu'il y ait l'image, j'ai pas encore vérifié, je pense pas qu'il y ait l'image, mais ça me simplifiera les choses, donc peut-être que j'entrerai plus en détail que prévu. Alors les 5 packs, là vous les avez sous les yeux. Il s'agit d'un pack investigateur, un par classe. Il y en a 5 qui devraient sortir, chacun sera vendu au prix éditeur de 15$. Donc je pense qu'en France ça sera 15€. Dans chaque deck, vous avez un investigateur avec ses cartes signature et faiblesse. Vous avez un deck jouable et vous avez une faiblesse de base. Vous avez des cartes à XP pour pouvoir améliorer ce deck. Le chiffre qui est donné, c'est de l'ordre de 80% de nouvelles cartes et 20% donc de réimpression. J'ai plus tout en tête, mais dans le deck gardien, il y a entraînement physique. Ouais, je crois que dans le deck du chercheur, il y a assistante de laboratoire, etc., etc. Donc, ce deck, vous l'achetez, il est jouable tout de suite. Vous le jouez sur une campagne, à la fin du premier scénario, vous avez gagné de l'XP, vous avez des cartes à XP disponibles. On n'a pas assez de détails pour savoir à quel point vous pouvez améliorer votre deck, combien d'XP vous pouvez dépenser en tout, mais voilà, le deck est jouable. Alors, chaque investigateur est très typé. Si vous pensez aux investigateurs qui sont sortis dans les premiers temps du jeu, eh bien, par exemple, dans la boîte, on va prendre la boîte de Dunwich, Zoé Samaras, elle n'est pas particulièrement typée, chaque fois qu'elle engage un ennemi, elle gagne une ressource, mais c'est tout. Il n'y a pas toute une construction autour. Jenny Barnes, pareil, elle gagne une ressource de plus par round, ok, mais c'est tout. Là, chaque investigateur est livré avec... chaque investigateur est livré clé en main. Alors, chaque investigateur est vraiment monoclasse, donc il peut avoir des cartes de sa classe niveau 0 à 5, des cartes neutres de niveau 0 à 5, et c'est tout. Nathaniel Shaw, le boxeur, il a un archétype, il ne combat pas avec des armes, mais avec des événements qui infligent des dégâts. Le chercheur, Harvey Walters, il pioche beaucoup et il a des bonus du fait qu'il a plein de cartes en main. Winifred Abamok, elle joue Megatest. Alors, il faut que je recadre. Jacqueline Fine, je sais pas comment on le prononce. La mystique, elle va jouer sur l'annulation de jetons KO. Et Stella Clark, la survivante, elle va jouer sur l'échec. Alors, je m'excuse si c'est un peu brouillon, j'ai eu la flemme de préparer un conducteur. Donc voilà, je donne les infos au moment où j'y pense. Donc, vous achetez un deck, ça coûte a priori 15€.
c'est jouable, pas seulement sur un scénario, sur toute une campagne, et on vous fournit un deck qui a une orientation. C'est pas simplement un assemblage de cartes. Le boxeur, il a des cartes qui vont favoriser l'engagement des ennemis et récompenser le fait qu'on est engagé avec les ennemis. Le chercheur, il a un ensemble de cartes qui font de la pioche et favorisent le fait d'avoir une main remplie de cartes, etc. Donc, si vous avez déjà un certain nombre de cartes, disons que vous avez au moins la boîte de base et un cycle complet. Vous achetez un deck préconstruit comme ça, et bien vous pouvez dire à un de vos amis, tiens, je te file le deck, dedans il y a un guide de stratégie, je ne sais pas à quel point il est détaillé, mais dedans il y a une explication de comment jouer le deck, donc vous dites à votre pote, tiens, tu viens chez moi, je t'explique les règles, ou éventuellement tu vas en ligne, tu regardes quelques vidéos, donc Arkham JCE TV, je découvre, peut-être aussi le culte du dé. Tu as des vidéos d'explication des règles en ligne, tu regardes, tu viens, tu me poses quelques questions, je te file le deck, on le regarde ensemble, je te le commente et on se lance dans la campagne, toi avec ton deck préconstruit et moi avec mon deck que j'ai fabriqué moi-même. Actuellement là, si moi je veux faire jouer un de mes potes, il faut que je lui construise son deck. Et comme je lui ai construit son deck, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc moi je dois le construire, puis ensuite je dois lui expliquer le deck, il ne va pas savoir forcément qu'en faire. Et ben là, je me casse pas la tête, j'ai le deck, je le sors et c'est prêt à jouer. Et si on regarde les choses de l'autre côté, quelqu'un qui aujourd'hui veut découvrir le jeu, il peut par exemple aller sur... quelqu'un qui aujourd'hui veut découvrir le jeu, il faut qu'il rejoigne un groupe, enfin un joueur ou un groupe de joueurs. Il faut qu'il leur demande la possibilité de leur emprunter un deck. S'il est vraiment débutant, il faut qu'il demande à ces gens-là de lui construire un deck, vu qu'il ne connaît pas encore le jeu. Donc il va demander aux gens de faire beaucoup d'efforts pour lui, pour qu'il puisse découvrir. Fin de l'année, quelqu'un se pointe sur le forum non officiel, il dit voilà, j'habite à Lille, je voudrais découvrir, est-ce qu'il y a des joueurs à Lille, est-ce qu'ils peuvent me faire découvrir? Et quelqu'un lui répond bah oui, moi j'habite Lille, j'ai les decks préconstruits, tu viens, je t'enfile un et tu peux jouer. Et si la personne est sûre d'être engagée, elle pourra effectuer l'achat elle-même. Elle a seulement à dépenser 15 €, puis à trouver un joueur qui a les scénarios pour se lancer et voir ce que ça vaut. Pour 15 €, elle peut faire une campagne complète, 8 scénarios. Selon la fréquence de jeu, ça l'occupe, quelques soirs, un week-end ou 2 mois à raison d'un soir par mois, pour 15 €, plus éventuellement les protège-cartes. Voilà. Donc ça permet de faciliter l'arrivée des nouveaux. Un autre avantage, c'est que les cartes révélées montrent que les investigateurs sont relativement forts. 4 de ces 5 investigateurs ont une caractéristique à 5. Le gardien il a 5 de force, le chercheur a 5 d'intelligence, la truand a 5 d'agilité et la mystique a 5 de volonté. Les 4 mêmes ont une résistance totale de 15, ont un total vie plus santé mentale de 15, la survivante a 16. Donc ce sont, en tout cas niveau caractéristique, ce sont de bons investigateurs. Leurs effets, leurs capacités semblent également fortes. Alors il faudra confirmer. Et les cartes dans les decks sont intéressantes. Elles interagissent bien entre elles, elles interagissent bien avec l'investigateur, ce qui fait qu'on est à peu près sûr que les decks seront puissants. Vous avez un deck non seulement clé en main, mais puissant. Autre chose, il a été confirmé que vous avez 2 exemplaires de chaque carte dans le deck. Aujourd'hui, quelqu'un qui découvre avec la boîte de base, il a un seul exemplaire de chaque carte. S'il veut faire du solo, s'il veut, jouer en couple, mettons, il est aussi limité à certaines combinaisons. Il ne va pas pouvoir jouer le gardien et le chercheur, ce qui est quand même la combinaison la plus simple pour les débutants. Il ne pourra pas parce que les cartes chercheurs sont à partager entre les 2 investigateurs. Là, il lui suffit de choisir 2 decks préconstruits
et il peut jouer les deux simultanément. Il peut aussi voir la différence entre un seul exemplaire de chaque carte et 2 exemplaires de chaque carte. Je veux dire, mathématiquement, c'est évident qu'en multipliant par 2 le nombre de cartes, on multiplie par 2 la probabilité de pioche, mais là, il pourra le constater. C'est-à-dire qu'il fait, mettons, il fait la campagne de la boîte de base avec Roland Banks. Chaque partie galère pour avoir sa machette. Ensuite, il fait la même campagne avec Nathaniel Shaw, et il voit qu'il arrive plus facilement à avoir les gants de boxe, vu qu'il y en a 2 copies. Et l'assemblage boîte de base plus autant de decks préconstruits qu'il y a de joueurs dans le groupe qui veut découvrir, je pense que ça permet aussi de voir les différentes, on va dire, conditions de jeu. Vous achetez la boîte de base, vous testez, vous allez par exemple jouer Roland Banks plus Wendy Adams. Alors, oui, si vous jouez à 2, vous achetez une boîte de base. Si vous voulez jouer à 3 ou 4, il vous faudra 2 boîtes de base. Bon, ça c'est normalement une information connue. Voilà, donc je reste sur l'exemple du couple, c'est plus simple et je pense que c'est plus fréquent. Il achète la boîte de base, il joue Roland Banks, sa compagne joue Wendy Adams, un exemplaire de chaque carte dans le deck, éventuellement ils galèrent tous les deux, ils pestent contre le manque de chance au tirage, ils réussissent ou pas la campagne, bon, ça, peu importe à la limite, mais ils voient ce que c'est que d'avoir un exemplaire de chaque carte. Ensuite, ils disent, utilisons nos decks préconstruits. L'un des deux prend Nathaniel Shaw, l'autre prend Harvey Walters. Ils font la partie et ils voient, ah bah oui, quand même, c'est bien d'avoir 2 exemplaires de chaque carte. Et ensuite, ils disent, maintenant qu'on a testé, essayons d'améliorer les decks. Et là, ils vont par exemple prendre Roland Banks, ils vont prendre les cartes gardiens du pack Nathaniel Shaw et ils vont voir comment construire un deck. Quelles cartes retirer du deck de Roland Banks pour mettre d'autres cartes chercheurs plus efficaces. D'autres cartes gardiens, plus efficaces. Donc voilà, une boîte de base plus des decks préconstruits, vous pouvez comparer une copie de chaque carte, 2 copies de chaque carte et la construction de deck quand on a la boîte de base avec une seule copie par carte et des packs où il y a 2 copies par carte. Tant qu'on parle de nombre de cartes, il a été confirmé, j'ai pas revérifié les calculs, mais si vous achetez ces 5 packs-là, vous avez autant de cartes joueurs que dans tout un cycle du jeu. C'est-à-dire que normalement, dans un cycle, vous achetez la Deluxe pour, je crois que c'est 30 €, ça doit être entre 25 et 30. Vous achetez 6 packs à 15 € chacun. Vous avez au total 8 scénarios et un certain nombre de cartes joueurs. Et bien là, en achetant les 5 decks préconstruits, 5 fois 15 €, vous avez autant de cartes joueurs, mais pas de cartes scénario. Donc aussi autre avantage, avec les decks préconstruits, vous augmenterez rapidement votre pool de cartes disponible pour faire vos decks. Alors maintenant, je vais parler un petit peu des investigateurs en eux-mêmes. Alors, ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur ArkhamDB, il y a les previews et suspense, visiblement, il y a aussi les images. Très bien. Donc, on a quelques cartes qui ont été révélées. Il n'y a pas tout qui entre dans le cadre. On a quelques cartes qui ont été révélées et qui nous permettent de savoir que ces investigateurs ont de la cohérence. Alors, je vais vous les présenter très rapidement. Je ne fais pas de preview des cartes en elles-mêmes. Tiens, d'ailleurs. Hop. Alors, les investigateurs, rapidement. Nathaniel Shaw, 3-2, 5-2, 9 de vie, 6 de santé mentale. Réaction, quand vous infligez des dégâts à un ennemi avec un événement ou une capacité de combat sur un événement, infligez un dégât supplémentaire, limite d'une fois par phase, signe des anciens +1. Si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, remontez dans votre main un événement depuis votre pile de défausse. Et les constructions de deck, comme je le disais, 30 cartes, gardien ou neutre. Donc là, vous voyez, déjà, vous infligez une fois par phase, vous infligez un dégât de plus avec un événement qui inflige des dégâts
ou avec un effet d'attaque qui est sur un événement. Donc, vous voulez jouer des événements qui infligent des dégâts. Et son signe des anciens va vous permettre de remonter dans votre main des événements. Donc, plutôt qu'un gardien qui s'installe, qui pose sur sa table, sa machette, son 45 automatique, sa bandoulière, je sais pas moi, sa lame enchantée, etc., et ben lui, il aura en main un événement qui dit inflige un dégât direct, un autre événement qui dit attaque en cas de réussite, blablabla. Donc c'est un style de jeu bien spécifique. Alors à noter, on sait que sa faiblesse, Tommy Malloy, c'est un ennemi, humanoïde, criminel, bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Son avantage, c'est un allié, on n'en sait pas plus pour le moment. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on sait ? Logiquement, c'est un boxeur, il a des gants de boxe. C'est une arme qui occupe les deux mains, plus un combat plus un de force pendant les attaques. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gants de boxe, cherchez parmi les 6 premières cartes du dessus de votre deck un événement esprit et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc voilà, il joue des événements et il a cette carte-là qui occupe ses deux mains et qui va lui permettre de tutorer des événements. Si vous jouez en duo, vous tuerez peut-être pas un ennemi par round. Si vous jouez à plus de 2, c'est quand même fortement probable. Donc cette carte-là, normalement, vous voulez qu'elle vous fasse tutorer un événement esprit par round. Et encore une fois, ça combine bien. Vous infligez plus de dégâts avec les événements, donc vous utilisez plein d'événements, et vous avez un soutien qui vous permet de récupérer des événements. Comme ça occupe vos deux mains, soit il vous faudra une bandoulière, soit vous fera l'idée que vous ne combattrez pas avec une arme posée en jeu. Alors, mince, il n'y a pas des images partout, donc je vais aller assez vite, c'est parce que c'est toujours plus chiant à suivre sans images, mais là en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement très esprit et tactique, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, engagé, combattre, ou engagement attaque, je ne sais pas comment ça sera formulé en français. Choisissez un ennemi non élite jusqu'à 2 connexions de distance, déplacez cet ennemi dans votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Voilà, c'est un événement qui vous permet de combattre, grâce à la capacité de Nathaniel. Quand il y a juste marqué combattre, c'est un dégât en cas de réussite. Grâce à sa capacité, vous pourrez faire 2 dégâts. Vous dites, tiens, l'ennemi qui est loin, je le fais venir à moi, je l'engage et je l'attaque. Si je réussis, force de 5 de base plus les gants, ça fait 6, je lui inflige 2 dégâts. Ça sera pas tout à fait dans l'ordre des cartes, peu importe. Clean them out, un événement, esprit tactique, combattre. Quand vous initiez cette action, gagnez de ressources. Donc vous gagnez de ressources, vous faites un combat qui peut infliger, une attaque qui peut infliger 2 dégâts. Counter punch, je sais pas, peut-être contre-attaque en français. Esprit tactique, rapide. Ajout après qu'un ennemi vous attaque, même si cette attaque a été annulée. Combattre. Cette attaque attaque l'ennemi ciblé. Cette attaque cible l'ennemi attaquant. Donc vous subissez une attaque pour 0 ressources et 0 action, vous effectuez une attaque sur cet ennemi. One-two punch, esprit tactique. Alors vous remarquez que tous les événements jusqu'à présent sont esprit tactique. Combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si vous réussissez, vous pouvez attaquer cet ennemi de nouveau. Vous gagnez plus 2 en combat, plus d'en force, et vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors ça coûte 2, certes, ça coûte une action, mais vous faites une attaque à plus 1 en force. Avec Nathaniel, ça peut également faire plus 1 dégât si ça réussit. Et ensuite, si ça réussit, vous faites une nouvelle attaque avec plus 2 en force. Et là, ça fait plus 1 dégât même sans la capacité de Nathaniel. Donc potentiellement, 2 ressources, une action pour infliger 4 dégâts. En une action, 4 dégâts. Alors ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, Get Over Here, Lesson Learned, un événement rapide, ajout après que vous avez subi des dégâts de la part d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc Nathaniel, il subit des dégâts, il trouve des indices.
Donc on sait qu'il a au moins une carte de découverte d'indice. Alors, Harvey Walters, moi j'y connais quasiment rien aux jeux qui sont sortis au fil des années sur l'univers de Lovecraft, mais apparemment Harvey Walters c'est le plus vieux personnage qui existe. J'ai entendu des commentaires. À la fin des années 70, si on jouait au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, édité par Chaosium, eh ben on pouvait jouer Harvey Walters. Voilà. Donc 4, 5, 1, 2, 7 de vie, 8 de santé mentale. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu pioche une carte ou plus depuis son deck lors de la phase d'investigation, cet investigateur pioche une carte, limite d'une fois par round. Donc il fait piocher. Signe des anciens plus 1, piocher une carte. Donc il pioche. Alors sa carte, ah oui, petite remarque, vous voyez ça c'est sa carte signature et elle n'est pas neutre. Dans les 5 decks préconstruits, les cartes signatures sont de la classe du personnage. Je ne sais pas si ça sera souvent important, mais pour la survivante, ça sera une cible de plus pour la carte dégourdie. Donc je disais, c'est un soutien. La taille limite de votre main augmente de 2. Réaction, après que vous enquêtez avec succès, inclinez la Vault of Knowledge et choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur pioche une carte. Donc, la taille de votre main augmente et vous pouvez piocher plus, ou faire piocher plus. Donc on est toujours sur de la pioche. Sa faiblesse personnelle, on la connaît pas encore. Arcane Enlightenment, la taille maximale de votre main augmente de 1. Vous avez une main supplémentaire qui ne peut être utilisée que pour contenir un livre, et ça occupe un emplacement d'arcane, si ma mémoire est bonne. Parce que je le vois pas ici. Ah si, c'était marqué Stousni Arcane. Fragment, de Céleno. C'est un livre qui occupe une main donc. Il est unique. Alors il y a l'icône unique, mais il n'y a pas marqué limite 1 par deck, donc je pense que ça sera en 2 copies dans le deck préconstruit. Tant que vous avez 5 cartes en main ou plus, vous gagnez plus 1 en intelligence. Tant que vous avez 10 cartes en main ou plus, vous gagnez plus 1 en volonté. Tant que vous avez 15 cartes en main ou plus, vous gagnez plus 1 d'intelligence. Donc voilà, Harvey Walters, il pioche beaucoup. Et ben, vous avez la carte qui vous donne des bonus. Il a 5 d'intelligence de base si vous avez 15 cartes en main ou plus. Il a 7. 7 avant même d'avoir attribué des compétences ou avoir dépensé des ressources pour se booster avec, par exemple, études supérieures. Et ça, c'est une carte de niveau 0 qui coûte qu'un. C'est un livre. Les livres, ça se tutore avec Documentalist. Voilà, c'est pour ce genre de cartes que les decks paraissent très forts. Il suffit qu'Harvey Walters y pioche plein de cartes et il a 7 d'intelligence. Cryptic Writings, un événement, vous gagnez 3 ressources, 4 ressources à la place si vous avez 10 cartes ou plus dans votre main. Réaction, après que vous piochez Cryptic Writings, pendant votre tour, jouez-le. Donc en fait, de base, c'est une planque, ça coûte 2 XP. De base, c'est une planque. Mais si vous avez 10 cartes ou plus dans votre main, c'est un peu mieux qu'une planque vu que c'est 4 ressources, pas 3. Et si vous le piochez pendant votre tour, ce qui est assez probable vu que vous piochez beaucoup, vous le jouez. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le jouer, autrement dit, en réaction, sans dépenser d'action. Donc, dans la situation idéale, pendant votre tour, vous piochez, vous êtes à plus de 10 cartes en main, sans compter celle-là, donc vous êtes à 11 cartes en main au moins, et vous dites, bon ben voilà, je viens de piocher Cryptic Writings, je le joue, je gagne 4 ressources. Du gain de ressources efficace dans son deck. Et le Necronomicon, un de plus, niveau 5. 5 icônes d'intelligence, ça sera génial à attribuer, si jamais on a besoin de l'attribuer. Donc c'est un livre qui occupe une main, 6 secrets dessus, limite d'un par deck, donc il n'y en aura qu'une copie dans le deck préconstruit. Utilisation 6 secrets, action rapide, dépense un secret, plus 2 à la valeur d'une compétence pour un test de compétence, 2 secrets piocher 2 cartes, 3 secrets découvre un indice dans n'importe quel lieu. Alors révéler, faut pour qu'il y ait les indices. Il n'y a pas marqué révéler, donc je sais pas trop. Je sais pas si c'est souvent le cas qu'il y ait des indices sur des lieux non révélés. Et enfin 4 secrets, infliger 3 dégâts à n'importe quel ennemi engagé avec vous. Donc une carte super versatile. Potentiellement, à 6 reprises, vous donnez plus 2 à n'importe quelle compétence, ou à 3 reprises, vous piochez 2 cartes, ou à 2 reprises,
vous trouvez un indice, ou alors une fois vous faites 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. Voilà. Alors, maintenant, truand. Ah mince, il y en a un, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à cliquer. Le pouvoir de l'esprit de niveau 2. Dans la boîte de base, on a le pouvoir de l'esprit de niveau 0. Au niveau 2, jusqu'à la fin de votre tour, ajoutez votre intelligence à votre force et votre agilité. Piochez une carte. Au niveau 0, c'est vous utilisez votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité. Là, c'est vous l'ajoutez. Alors, Harvey Walters, ça veut dire qu'il ajoute... Mince. De base, il ajoute 5. Voire 7 s'il a... je sais plus comment elle s'appelle la carte, là. Fragment de Célano, je crois. A son 1 et son 2. Alors, le truc, c'est qu'avec le niveau 0, il utilisait 5 au lieu de 1 ou de 2. Maintenant, il ajoute 5 à 1 et 2. Bon, je suis pas certain que passer de... Je suis pas certain qu'avoir force 6 au lieu de force 5 sera un énorme changement. Mais bon, voilà. Maintenant, Winifred Abamok, qui est 1, 3, 3, 5. 8 de vie, 7 de santé mentale. Action rapide. Si 2 cartes non-faiblesses différentes que vous contrôlez sont attribuées à ce test de compétence, piochez une carte, limite d'une fois par test. Signe des anciens, plus 1 après la fin de ce test. Pour chaque 2 points de réussite, renvoyez dans votre main une carte que vous avez attribuée à ce test. Donc clairement, elle joue du méga test. Vous faites un test de compétence auquel vous attribuez, mettons, opportuniste et autre chose. Vous dites, j'ai attribué 2 cartes, je peux piocher une carte. Et vous faites ça à tous les tests. Si vous avez à faire un test pendant la phase de mythe, puis 4 tests pendant la phase d'investigation, parce que vous jouez Léo Deluca et que vous faites, je sais pas, 4 enquêtes, et qu'à la fin de votre tour, il y a une carte traîtrise en jeu qui vous dit faites un test de, je sais pas, faites un test d'agilité pour sortir des sables mouvants, et ben vous avez fait 6 tests. Si vous arrivez en continu à attribuer des cartes différentes, à chaque fois vous piochez. Mettons, donc phase de mythe, vous attribuez 2 opportunistes plus... 2 opportunistes plus cran. Et ben, 2 cartes différentes, vous avez le droit de piocher. C'est réussi. Vous reprenez les opportunistes. Si c'est réussi avec assez de marge, vous reprenez les opportunistes en main. Premier test, astuce plus opportuniste, vous avez le droit de piocher une carte. Oh, c'est réussi avec une différence de 3. Et ben, vous reprenez les opportunistes. Puis vous réenquêtez. Je sais pas moi, opportuniste plus un Dario Elamine qui vous sert à rien. Et ben vous piochez, ah c'est réussi, vous prenez les opportunistes en main, etc. etc. Donc, alors déjà elle peut piocher potentiellement beaucoup, et le fait qu'à chaque fois elle pioche, et ben ça lui permet, a priori, d'avoir à chaque fois une carte de plus attribuée au test suivant. Et son signe des anciens, mettons qu'elle fait une évasion, elle attribue ses 2 opportunistes et elle utilise un bonus comme, je sais pas, imaginons qu'elle a en jeu Lola Santiago. Voilà, elle attribue les 2 opportunistes de niveau 2. Elle a Lola Santiago en jeu. Elle fait son test à 8 contre, mettons, 3. Bon, là c'est un mauvais exemple parce qu'elle a rien attribué, pardon. Disons, elle attribue dextérité et 2 copies d'opportunistes de niveau 2. Ça lui fait un test à 9 contre, mettons, 3. Et ben, elle est à peu près certaine de remonter sa dextérité en main. Et même si... Et d'ailleurs, un truc, opportuniste de niveau 0, ça demande qu'on réussisse avec une différence de 3. Donc opportuniste de niveau 0, c'est un peu dur à utiliser parce qu'une réussite de 3 ou plus, c'est quand même... c'est dur. Il est possible avec Winifred, vous attribuez opportuniste de niveau 2, vous réussissez mais que de 2. Si vous avez pioché le signe des anciens, et ben vous dites j'ai réussi de 2, donc je reprends mon opportuniste en main. Moins de risque de perdre l'opportuniste. Alors, sa carte signature, moi au début j'y croyais pas, mais c'est une compétence qui a 6 icônes libres. Voilà. Vous pouvez attribuer ça uniquement au test que vous effectuez, mais 6 icônes libres. Donc même son 1 de volonté, si vous attribuez ça, bon vous passez à 7, c'est pas gênant. Arrogance, sa faiblesse, c'est une compétence qui a un icône libre. Vous devez attribuer arrogance à chaque test de compétence auquel vous pouvez l'attribuer que vous effectuez.
l'icône de cette compétence se soustrait à votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. Si vous réussissez le test, renvoyez cette compétence dans votre main. Donc vous avez un -1 à chacun de vos tests. Tant que vous réussissez, dès que vous ratez, ça a été attribué, donc ça part à la défausse. Bon, comme vous jouez du méga test, avoir un -1, ça ne devrait pas être trop gênant. Et éventuellement, dès que vous avez un test pas primordial, vous ne le boostez pas. Arrogance vous met un -1, c'est raté, voilà, vous en êtes débarrassé. Par exemple, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, vous n'attribuez rien, arrogance fait passer votre intelligence de 3 à 2, vous ratez, voilà, c'est vu. Par contre, si vous devez enchaîner des attaques contre un ennemi qui a riposte, là, ça peut vous rendre nerveux. Le Mauser C96, c'est une arme qui fait du méga test. Il faut l'incliner pour faire une attaque à +1 en force et +1 dégâts, mais si on réussit par 2 ou plus, on peut soit gagner une ressource, soit le redresser. Donc, si vous ne réussissez pas avec 2 ou plus, votre armée engagée, vous êtes dans la merde. Si vous réussissez avec 2 ou plus et que vous les réattaquez, vous le redressez. Si vous n'avez plus besoin de combattre, vous ne le redressez pas et vous gagnez une ressource. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle arme pour deck méga test. Nimble, une compétence, un icône d'agilité. Pour chaque point de réussite de ce test, après sa résolution, vous pouvez immédiatement vous déplacer vers un lieu connexe jusqu'à un maximum de 3 fois. Vous réussissez largement, vous vous déplacez loin. Comme à chaque fois vous déplacez vers un lieu connexe, si l'autre investigateur du duo a protection rapprochée, il vous suit. Cette carte-là sera géniale dans la civilisation oubliée, je pense. Ah, et ça c'est une autre surprise de ce pack, une autre bizarrerie. Dextérité de niveau 2. Alors dextérité de niveau 0 c'est une compétence neutre, dextérité de niveau 2 c'est une compétence truand. 3 icônes d'agilité, maximum 1 par test. Si le test est réussi, piochez une carte, 2 cartes à la place. S'il est réussi avec une différence de 2 ou plus. Copycat, compétence de niveau 3, un icône libre. Après que vous avez attribué Copycat à un test de compétence, cherchez dans la défausse de n'importe quel autre investigateur une compétence que vous pouvez attribuer à ce test, et attribuez-la à ce test. Après la fin du test, placez cette carte sous le deck de son propriétaire. Donc vous rajoutez une compétence et en plus vous la remettez sous le deck du joueur, et s'il remélange son deck, ça finira par lui revenir dans la main. Ça peut être amusant. Faut voir comment sont construits les deux decks. Et le Beretta M1918, une arme à 2 mains, 4 XP. C'est encore une arme méga test, 4 munitions. Encore une fois, il faut l'incliner pour combattre à force plus 4 et dégâts plus 1. Si on réussit par 2 ou plus, soit on le redresse, soit ça inflige un dégât de plus. Et si on réussit par 4 ou plus, on fait les deux. Donc même remarque que pour le... Je sais plus comment elle s'appelle déjà cette arme. Pour le Mauser. Ouais c'est ça, même remarque que pour le Mauser. Si vous avez besoin de combattre... Non, attendez, je dis une bêtise. Voilà, c'est ça. Si vous avez besoin de faire 3 dégâts, vous choisissez le dégât supplémentaire. Il est tué. L'arme se redresse pas, c'est pas gênant. Si vous avez besoin de faire une autre attaque, vous choisissez de le redresser pour réattaquer. Si vous réussissez avec 4 ou plus, vous pouvez infliger un dégât de plus et le redresser pour faire une autre attaque. Très bonne arme. Le genre d'arme qui donne envie de jouer contre bande et recharge rapide. Très bonne arme. Le genre d'arme qui donne envie de jouer contre bande et recharge rapide. Alors mystique, Jacqueline Fine, elle est 5, 3, 2, 2, 6 de vie, 9 de santé mentale. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de jetons du chaos, révélez 2 jetons de plus. Parmi les jetons révélés, choisissez et annulez 2 jetons autres que l'échec automatique ou l'échec automatique, limite d'une fois par round, signe des anciens plus 1. Si cet effet est annulé ou ignoré, piochez une carte. Donc son style de jeu, ça va être d'annuler des jetons. Et probablement on va la jouer... Si on modifie son deck, on voudra la jouer avec des cartes scellées, pour mieux maîtriser les jetons encore disponibles dans le sac du chaos. Donc voilà, alors je vais pas trop entrer dans les détails parce que faudra que je teste, j'ai un peu du mal à me rendre compte à quel point ça sera efficace d'annuler des jetons.
Alors je me rends bien compte que pour un test important et bien boosté, quand on se dit il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater, on dit je révèle 2 jetons de plus et j'annule l'échec automatique. Mais les 2 jetons que vous annulez pas, si c'est un -3 et un -4, ça vous fait quand même un -7 au total. C'est pas dit que vous y arriviez. Si vous n'êtes pas super haut par rapport à la difficulté, vous dites il me faudrait pas piocher un -3 au pire. Vous révélez 2 jetons de plus pour annuler les 2 plus négatifs, pour, si tout se passe bien, réussir. Oui, mais si parmi les 3 il y a l'échec automatique, c'est raté. Donc voilà, je vais pas trop m'avancer. Je verrai quand je l'aurai testé. Arbiter of Fates, on ne sait pas encore ce que c'est. Called by the Mists, non plus. Dark Future, non plus. Alors, Scrying Mirror, c'est un soutien qui occupe un emplacement de main. 4 secrets, réaction après qu'un test de compétence dans votre lieu est initié. Inclinez le miroir et dépensez un secret. Effectuez l'étape, révélez le jeton du chaos du test maintenant, avant d'y attribuer des cartes. Donc voilà, vous dites, ce test-là, je ne sais pas s'il faut que j'y attribue des cartes, je dépense un secret, je regarde quel est le jeton qui va s'appliquer, et maintenant je sais si j'ai besoin d'attribuer ou pas des cartes. Azure Flame, alors il y a plusieurs sorts qui sont construits sur le même modèle, je pense qu'ils seront au niveau 0 et au niveau 3 de mémoire. Là c'est le combat. Utilisation 4 charges, s'occupe un emplacement d'arcane. Action, dépenser une charge, combattre. Vous utilisez la volonté au lieu de la force et vous infligez plus un dégât. Si un signe des anciens 1+1 ou un 0 est révélé, vous subissez un dégât. Flétrissement, c'était vous subissez une horreur quand un jeton spécial autre que le signe des anciens est révélé. Là, c'est quand vous révélez un jeton bénéfique. Et c'est un dégât, pas une horreur. Les dégâts, c'est plus dangereux pour les mystiques. Par contre, Jacqueline, avec sa capacité, elle peut piocher plus de jetons et s'éviter ça. Par exemple, elle peut dire, j'annule le 0 comment dire. Ah non, pardon, c'est vrai qu'elle en annule 2. Voilà, Jacqueline, elle va dire, je fais mon attaque. Au lieu de révéler un jeton, j'en révèle 3. J'annule le +1, j'annule le 0, j'applique le -1 et j'ai pas l'effet négatif d'Azure Flame. Ou alors elle dit, j'annule le signe des anciens, j'annule le -4, j'applique le -3, j'ai quand même réussi. Comme j'ai annulé le signe des anciens, je pioche une carte. Clairvoyance, c'est la même chose, mais pour l'enquête. Et vous pouvez trouver un indice supplémentaire. Crystal Pendulum, c'est un soutien qui occupe l'emplacement d'accessoires, plus en volonté. Réaction après qu'un test de compétence est initié dans votre lieu. Inclinez-le, choisissez un nombre. Si ce test est réussi d'autant ou raté d'autant, vous piochez une carte. Vous combinez ça avec le miroir. Vous choisissez dans quel ordre vous effectuez, vu que les deux c'est après avoir initié le test. Donc vous utilisez le miroir, vous révélez le jeton, vous dites j'ai une volonté de 6, le jeton c'est un -2, la difficulté c'est 3, donc je vais réussir de 1. Maintenant vous appliquez le pendule, vous dites je vais réussir de 1, vous n'attribuez pas de carte compétence, vous réussissez de 1 et vous piochez une carte. Voilà, c'est ça aussi un deck clé en main. Vous avez une combo qui vous est fournie. Robes of Endless Night. C'est un soutien qui occupe un emplacement de corps, qui a 2 points de vie. Réaction après que vous jouez un sort, inclinez cette carte, réduisez le coût pour jouer le sort de 1, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité de jouer ce sort. C'est génial pour un mystique, parce que déjà, ça réduit le coût d'un sort à chaque phase d'investigation, et en plus, pas d'attaque d'opportunité. Vous avez en jeu un rituel de recherche vide, vous avez en jeu un rituel de recherche, vous avez en jeu un flétrissement qui est vide, vous voulez jouer un flétrissement de votre main pour combattre, vous devriez vous prendre une attaque d'opportunité en jouant le flétrissement, pas avec les robes. Infable Truth, pas sur la prononciation, un soutien qui occupe un emplacement d'arcane. C'est le sort d'évasion, la version niveau 3, il vous donne plus d'envolonté. Si vous réussissez, vous infligez un dégât à l'ennemi auquel vous avez échappé. Et si vous piochez un signe des anciens 1+1 ou 1+0, vous perdez une ressource. Recharge de niveau 4, on avait le niveau 2, un icône de volonté de plus. Au lieu de recharger de 3, vous rechargez de 4, et au lieu de défausser, vous rechargez que d'1. Alors, 2 XP de plus, mais maintenant vous êtes certain de recharger.
plus de risque de défausser, votre sort ou votre lit. Allez, dernier investigateur, Stella Clark, qui est 3, 2, 3, 4. Donc elle n'a pas de 5. 8 de vie, 8 de santé mentale, donc 16 au total, c'est le maximum qui existe pour le moment. Réaction, après que vous échouez à un test de compétence, vous pouvez effectuer une action supplémentaire lors de ce round, limite d'une fois par round. Signe des anciens plus 1, vous pouvez à la place choisir d'échouer automatiquement à ce test de compétence pour soigner un dégât et une horreur. Donc elle joue sur l'échec. Son signe des anciens va lui permettre d'augmenter ses chances de réussir un test, ou alors de choisir d'échouer, ce qui lui permettra de faire une action de plus pour se soigner. Parce que dire j'échoue pour réussir plus tard, c'est bien beau, mais quand on échoue, en général on se prend des dégâts et des horreurs et à un moment donné il faut se soigner. Alors elle par contre, elle a 3 copies de sa carte avantage, qu'on ne connaît pas encore. Voilà, on ne sait pas ce que ça fait. Alors le Derringer 18, c'est une arme qui occupe une main, utilisation de munitions, dépensez une munition combattre, vous gagnez plus en force, infligez plus d'un dégât pour cette attaque. Si vous échouez, placez une munition. Donc en gros, cette carte, elle vous garantit 2 attaques réussies. Chaque fois que vous ratez une attaque, vous remettez une munition, donc vous pouvez retenter. Quand vous réussissez, vous remettez pas la munition, donc vous la dépensez. Donc le Derringer, si vous êtes chanceux, vous faites vos 2 attaques, elles sont réussies, voilà, il est vide. Si vous êtes poissard, vous ratez 2 attaques, vous réussissez 2 attaques, il est vide, enfin, vous avez quand même pu faire 4 tentatives. Donc les contes de fées des frères Grimm, c'est un livre qui occupe un emplacement de main, utilisation 4 secrets, réaction. Après qu'un investigateur dans votre lieu rate un test de compétence de 2 ou plus, inclinez les contes de fées des frères Grimm et dépensez un secret, soignez une horreur à cet investigateur. Du soin d'horreur, c'est amusant. Bon, alors chez les survivants, on a déjà Peter Sylvestre. D'un autre côté, si vous voulez jouer sans alliés, par exemple si vous jouez un deck livré à vous-même, du soin d'horreur sans Peter Sylvestre, ça peut être intéressant. Alors là, il n'y a aucune image visiblement. Ils ont peut-être pas encore eu le temps de les mettre. Vieux trousseau de clés, utilisation de clés. S'il n'y a pas de clé sur le vieux trousseau de clés, défaussez-le. Action enquêtée. Votre lieu votre lieu a -2 en valeur occulte pour cette enquête. Si vous réussissez, retirez une clé. Donc c'est comme pour le Derringer. Cette carte-là vous donne 2 réussites. Autant de tentatives que vous voulez, mais 2 réussites. Donc vous voyez les synergies des decks. Stella, si elle échoue, elle a une action de plus. Donc, alors elle se prendra quand même les conséquences des échecs, par exemple les ripostes, mais elle n'aura pas perdu une action. Et en plus de ça, dans son deck, elle a une solution de combat et une solution d'enquête qui ne perdent pas d'utilisation en cas d'échec. Donc par exemple avec le vieux trousseau de clés, vous êtes dans un lieu, vous faites votre enquête, vous boostez pas. Si vous ratez, vous perdez pas la clé, et en plus vous avez le droit à une action supplémentaire. Bon, par contre, peut-être que la deuxième enquête, là, vous allez booster un peu pour pas encore rater. Parce que là, vous n'avez plus d'action de plus. Mais c'est quand même sympa. Grit Your Teeth, un événement rapide, à jouer après que vous avez échoué un test de compétence, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences pour le reste du round. Ça c'est génial, surtout dans un deck Stella. Vous pouvez rater pendant la phase de mythe, voire choisir de rater pendant la phase de mythe, et dans ce cas-là, vous avez +1 à toutes vos compétences pendant le reste du round, notamment pendant la phase d'investigation. Pour Stella, ça veut dire qu'elle aura 4 actions pendant la phase d'investigation. Et enfin, si vous mettez ça dans d'autres types de decks, vous mettez ça par exemple dans un deck Wendy Adams, elle a +1 à chacune de ses compétences, ça veut dire qu'avec les outils de crochetage, elle a +2. Vu que c'est agilité plus intelligence. Enfin voilà, très bonne carte. Derringer de niveau 2, une munition de plus. Et là, si on rate, c'est pas simplement qu'on remet une munition, c'est qu'en plus, la prochaine fois qu'on attaque avec le Derringer, on a un +1 en force additionnel. Donc vous ratez votre attaque à force +2, vous ne perdez pas la munition, et en plus, quand vous allez réattaquer, maintenant vous le faites à force +3. Je trouve ça vraiment très efficace. Grand-mère Horn, allié niveau 3 qui coûte 4, qui vous donne +1 de volonté, +1 d'intelligence, qui a 1 de vie, 3 de santé mentale. Quand un investigateur dans votre lieu
devrait rater un test de compétence, incliné grand-mère Horn. Cet investigateur soit gagne +1 à sa valeur de compétence, soit -1 à sa valeur de compétence pour ce test. C'est génial parce que c'est versatile. Si vous voulez réussir et que vous avez échoué de 1, vous pouvez réussir de 0. Si vous avez réussi de 0 et que vous auriez préféré échouer, vous échouez de 1. Si vous avez échoué de 3, que vous auriez voulu échouer seulement de 2, vous pouvez. Si vous avez échoué de... J'ai perdu le fil. Si vous avez échoué de 2 et que vous auriez voulu échouer de 3, vous pouvez aussi. Ça va être des circonstances du genre, vous voulez réussir mais vous... Voilà. Passer de -1 à 0, c'est pour réussir. Passer de 0 à -1, c'est pour déclencher un regardez ce que j'ai trouvé et avoir 2 indices au lieu d'un. Passer de... Enfin, quand je dis -3, un échec, parce qu'on est 3 en dessous. Passer de 3 en dessous à 2 en dessous, ça vous fait passer de échec complet de l'enquête à je peux jouer, regardez ce que j'ai trouvé. Et enfin, rater avec une grosse différence, enfin, rater avec 2 ou plus, ça va être pour le livre de contes de fées. Et enfin, Quick Learner, la première carte survivante qui vaut plus que 3 XP, c'est un permanent. Avant ou pendant votre première action à chacun de vos tours, chaque test de compétence que vous effectuez a une difficulté de +1. Pendant ou après votre troisième action à chacun de vos tours, chaque test de compétence que vous effectuez a -1 de difficulté. Donc vous vous compliquez les tests pendant la phase du mythe. Vous vous compliquez le premier test de votre tour, mais vous vous simplifiez le troisième... Vous vous compliquez les tests de la phase de mythe. Vous vous compliquez le test de votre première action. Par contre, vous simplifiez les tests de votre troisième action et après. Alors Stella, oui, si elle a échoué, il y aura un après, il y aura une quatrième action. Dans d'autres decks, je ne sais pas si ça sera très rentable, parce que ça peut potentiellement vous faire échouer 2 fois, phase de mythe et première action. Si vous n'avez que 3 actions, vous échouez à 2 tests, votre troisième action ne nécessite pas forcément un test. Voilà. Autre investigateur qui peut-être peut en tirer un avantage, c'est Wendy Adams. Elle peut inclure Léo De Luca, elle peut inclure quelques cartes truands qui donnent des actions en plus, donc voilà. Elle échoue pendant la phase de mythe, pour sa première action, elle fait quelque chose qui ne nécessite pas de test. Deuxième action, standard. Troisième action, elle a une difficulté -1. Quatrième action, difficulté -1. Et si elle a joué, je ne sais plus comment ça s'appelle, présence d'esprit, manœuvre d'échappement, éviter de justesse, je ne sais plus, elle peut éventuellement faire encore une 5e action. Bon, alors ça a pris du temps, j'ai passé les investigateurs en revue. Maintenant, prenons le cas des joueurs, on va dire, aguerris. Si, comme moi, vous avez tous les packs d'horreur Arkham, ou si vous n'en êtes pas là, mais que vous en possédez quand même un bon nombre, est-ce que ces decks sont intéressants ? Moi, je trouve que oui. Moi, je compte d'ailleurs tous les acheter au moment de leur sortie. Déjà, ça me fait 5 investigateurs de plus. Alors, je sais que j'en ai un bon paquet, on peut faire le compte rapidement, hein. On a la boîte de base, Dunwich, Carcosa, la civilisation oubliée, le cercle brisé, les dévoreurs de rêves. On va voir Innsmouth, ça fait 7 lots. En plus de ça, moi j'ai les investigateurs fan-made, ça fait 8 x 5, ça fait 40. Dans 2 de ces ensembles, on a 6 investigateurs au lieu de 5, donc je crois qu'actuellement j'ai 42 investigateurs différents. Je les ai pas tous joués, certains je les ai très peu joués, mais je suis quand même content d'avoir 5 nouveaux investigateurs qui sont déjà nouveaux, qui sont très typés. Autre chose, ça vous fait un gros pool de cartes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi je trouve qu'il y a assez de cartes joueurs, j'arrive pas à suivre ». Ou des gens qui disent « Il y a trop de cartes joueurs, ça devient trop facile, je pense que ça serait mieux si le jeu offrait moins de possibilités ». Bon, je comprends dans ce cas-là que vous n'achetiez pas les packs, mais encore une fois, pour un lot de 5 packs à 75 €, vous avez grosso modo autant de cartes joueurs que dans un cycle à 120 €. Pas les scénarios,
mais les cartes joueurs. Alors, au passage, certains disent qu'il y a trop de cartes joueurs. Moi, comme je galère à réussir les campagnes, eh ben, j'ai envie de dire que moi, ce sont plutôt les campagnes que je trouve trop nombreuses. Là, je joue le retour de Carcosa en solo. Ensuite, je le jouerai en duo. Et après ça, il faudra que j'aille une fois jusqu'à la fin de la civilisation oubliée. Il faudra que j'aille au moins une fois jusque... Quand je dis au moins une fois, c'est-à-dire qu'il me faudra une poignée de tentatives. Ensuite, il me faudra, pareil, une poignée de tentatives sur le cercle brisé. Ensuite, je pourrai commencer les dévoreurs de rêves. Alors apparemment, je ne sais pas si c'est plus facile, en tout cas il y a plus d'XP, donc, et il y a 2 mini-campagnes, donc il y a des chances pour que ça soit plus accessible. Et ensuite seulement je serai à jour. Donc à 3 reprises j'ai dit une poignée de parties à raison de 8 scénarios par campagne. Une poignée, donc 5 tentatives de campagne, 8 scénarios par campagne, ça fait 40 parties par cycle, 3 cycles que je vais encore creuser avant d'être à jour, ça veut dire qu'il me reste encore 120 parties avant la fin du cycle Innsmouth, disons avant la fin de l'année. Voilà, j'ai de quoi faire 120 parties pendant les 9 prochains mois. Du coup, bon, moi, plus de cartes joueurs, ça me gêne pas. Je trouve pas que... Enfin, s'il y avait un déséquilibre entre quantité de cartes joueurs disponibles et quantité de scénarios disponibles, je dirais plutôt qu'il y a trop de scénarios plutôt que de dire qu'il y a trop de cartes joueurs. Donc vous avez des cartes joueurs. Désolé si je fais beaucoup de digressions. Ensuite, chaque lot de cartes joueurs, c'est un ensemble cohérent. Nathaniel Shaw, des événements qui font des dégâts. Harvey Walters, de la pioche et des bonus parce qu'on a la main pleine de cartes. Winfred, ouais. Du méga test. Jacqueline, du choix de jetons KO, de l'annulation de jetons KO. Et Stella, de l'échec pour réussir plus facilement après. Dans les cycles précédents, quand sortait la boîte de luxe, on se disait « Cet investigateur, il est bien, mais il n'a encore aucune carte pour lui. » Moi, je me souviens dans une vidéo de la Arkham JCE TV, Shep qui disait « On a Permateo qui peut avoir des cartes bénies. Actuellement, il existe une seule carte bénie. Et il a fallu attendre la fin du cycle pour avoir les cartes bénies pour Permateo. » Parce que, alors, selon que vous suivez ou pas les discussions, les previews, les annonces, les présentations de la part de FFG, vous le savez peut-être pas, mais les concepteurs conçoivent un cycle dans son ensemble, même pour les cartes joueurs. C'est-à-dire que Permateo est conçu, à un moment donné, on prévoit qu'il ait des cartes bénies, mais les cartes bénies pour Permateo, elles sont réparties sur l'ensemble du cycle, donc sur 7 produits qui vont sortir sur 7 mois. Donc vous avez votre investigateur, et c'est seulement 6 mois plus tard, quand sort le dernier pack de la campagne, que vous dites, voilà, j'ai toutes les cartes qui ont été conçues pour lui. Là, mettons, alors je sais pas quand ça sortira, fin septembre peut-être, voilà, fin septembre vous allez acheter le pack Nathaniel Shaw, et ben vous avez d'un coup toutes les cartes qui ont été conçues pour Nathaniel Shaw, pas besoin d'attendre. C'est pour ça que pour la 5e fois depuis le début de la vidéo, ou presque, je dis c'est un deck clé en main. Autre chose, comme vous avez un ensemble de cartes cohérents, et ben vous pouvez prendre les cartes joueurs d'un deck préconstruit et les mettre dans un deck que vous avez déjà. Vous pouvez améliorer un de vos decks que vous avez déjà, améliorer un de vos concepts de deck grâce à un de ces decks préconstruits. Alors je reviens sur ArkhamDB. Nathaniel Shaw, concrètement. Nathaniel Shaw, il récompense le fait d'être engagé avec... Nathaniel Shaw, il a des événements qui infligent des dégâts, des événements qui font des attaques, des événements qui font de l'engagement ou qui bénéficient du fait qu'on ait été attaqué par un ennemi. On n'a pas encore tout, mais je dirais que globalement, ça favorise l'engagement. Et ben, voilà, Zoé Samaras, après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource. Zoé Samaras, elle tire avantage à être engagée avec les ennemis plutôt que de les attaquer sans être engagé avec eux. En plus de ça, alors je ne l'ai pas montré là, mais elle a sa croix qui dit quand vous devenez engagé avec un ennemi, dépensez une ressource, inclinez la croix.
infliger un dégât avec l'ennemi avec lequel vous venez d'être engagé, ou un texte du genre. Bon. Donc Zoé Samaras, probablement, elle profitera bien de ces cartes. En plus, comme elle génère de la ressource, elle pourra payer ses événements. Parce que oui, si Mark Harrigan il fait toutes ses attaques avec la machette, premier round il pose sa machette, il fait tous ses combats avec, il a besoin de dépenser 0 ressources. Tandis que si vous avez besoin pour faire vos attaques à chaque fois de jouer un événement, ça risque de vous coûter quand même cher sur le long terme. Vous aimez jouer Zoé Samaras, eh ben, il est probable que le pack de Nathaniel Shaw améliore grandement votre dernier deck Zoé. Autre chose, je disais, Nathaniel Shaw, il incite à engager les ennemis, à subir une attaque pour trouver des indices, à faire venir un ennemi de loin, bref, il aura un deck un peu tank. Eh ben, William Yorick, il peut se jouer comme tank et il peut utiliser les cartes gardiens de niveau 0 à 2. En plus de ça, William Yorick, alors lui, le truc c'est que ce sont les soutiens qu'il peut rejouer depuis la défausse. Donc les événements, il ne pourra pas les recycler comme Nathaniel, mais il pourra justement utiliser Précieux Souvenirs et Manteau de Cuir pour ne pas craindre les dégâts et les horreurs, et jouer des événements qui font les dégâts, un dégât par-ci, un dégât par-là. Si vous jouez en duo, il n'y aura pas un nombre énorme d'ennemis, et potentiellement, garder un ennemi un petit moment ne sera pas un problème. Vous êtes engagé par l'ennemi, dans votre main vous avez la carte qui dit après avoir subi une attaque, découvrez 2 indices dans votre lieu, vous dites mince, dans mon lieu il n'y a pas d'attaque, c'est pas gênant, je me déplace. Alors, je suis pas complètement sûr du timing, faudrait demander confirmation, mais bref, vous allez dans un autre lieu, c'est bon, là il y a des indices, vous provoquez une attaque d'opportunité dans ce nouveau lieu, éventuellement ça vous fait défausser le manteau de cuir, et maintenant vous jouez la carte qui vous fait trouver les indices. Maintenant que vous avez les indices, vous faites l'attaque, l'ennemi est vaincu, et vous pouvez rejouer le manteau de cuir pour recommencer. Autre chose, on a vu tous ces événements de mémoire ont le trait esprit. Calvin Wright, il peut utiliser les cartes esprit jusqu'au niveau 3. Or, toutes ces cartes-là, alors bon, il y a des cartes attaque, mais dans les cartes à esprit, celles de Nathaniel Shaw, ou celles qui étaient déjà sorties, il y a des trucs du genre, sauvetage héroïque, voilà. Annuler une attaque qui est effectuée contre un autre investigateur, engager l'ennemi, vous résolvez l'attaque sur vous, puis vous lui infligez un dégât. Et ça blesse Calvin, du coup il gagne en force, il inflige un dégât automatiquement à l'ennemi, et maintenant qu'il a gagné en force, il peut faire son attaque. Voilà. Le deuxième maintenant, Harvey Walters. Harvey Walters, lui, il joue la pioche, il a des livres. Alors on va faire dans l'ordre de sortie des investigateurs. Les livres, Daisy Walker. Daisy Walker, elle peut utiliser une action de livre gratuite. Elle a une action gratuite pour utiliser un livre. Elle a son fourre-tout qui lui permet d'avoir deux mains supplémentaires pour des livres. Dans le pack d'Harvey, il y a 2 bons livres. Il y a un livre le Necronomicon de niveau 5, qui utilise 6 secrets. Daisy Walker, elle a accès aux cartes chercheurs qui remettent des secrets, mais elle a aussi accès à Extatique, donc la compétence mystique qui met une charge ou un secret si on réussit un test d'enquête. Donc voilà, je pense qu'elle aura beaucoup en tiré du pack d'Harvey. Mais la pioche, moi, j'en ai parlé plein de fois, je jouais des decks méga pioche avec Minty Fan, un pack avec plein de cartes qui font piocher ou qui font bénéficier de bonus quand on a une main bien remplie, moi ça m'intéresse. Je crois que c'est... Allez, rapidement, je regarde le nom. Comment ça s'appelle déjà ? Celaeno quelque chose. Voilà. Celaeno Fragments, Book of Books. Si vous avez 5, 10 ou 15 cartes ou plus dans votre main, vous avez des bonus. Moi, Minty Fan, quand je la joue dans son deck méga pioche et qu'elle a le sérum d'amplification des rêves, elle peut avoir 10, 12 cartes en main. Alors 15, peut-être pas. Mais bon, comme il y a des cartes de pioche dans le pack, je tenterai. Il est possible qu'elle puisse piocher encore plus. D'ailleurs, je crois que dans le deck préconstruit, il y a un Nourrir l'esprit de niveau 0. Il faudra que je regarde. Mais grâce à ce pack préconstruit, Minty Fan, elle devrait
pouvoir devenir encore meilleur dans ce rôle méga pioche, avoir plus d'une fois ces 15 cartes en main, et être donc à 5 de volonté, 6 d'intelligence. Voilà. Alors, Winfred Abamok, elle est méga test. Et ben, les truands méga test, alors là j'ai tous les truands, voilà, dans l'ordre de sortie. Tous les truands potentiellement peuvent faire du méga test. Jenny parce qu'elle gagne plus de ressources. Sefina, je sais pas, c'est pas celle que je vois le mieux pour faire ça. Finn, il a 4 d'agilité, il a 4 d'intelligence. Il peut se donner plus 1 dans chacune de ces 2 compétences avec Lola Santiago. Il peut enquêter avec les outils de crochetage qui font qu'il enquête à 8, voire à 10. Il peut utiliser la clé squelette. Il peut utiliser Loop. Enfin bref, lui je pense qu'il est bien placé. Preston Fairmont il part de bas. Et Tony Morgan, alors lui ça sera plutôt pour le combat. Ça sera plutôt dans le combat qu'il essaiera de faire du méga test. Et lui il bénéficie clairement des nouvelles armes. Tony Morgan en méga test combat, j'ai un peu essayé. Premier scénario de la campagne, vos armes c'est le coup de poing américain ou le couteau à cran d'arrêt de niveau 0. C'est pas génial. Avec le Mauser, on a une arme bien plus efficace. Donc, on part sur niveau armement, c'est les 2 cols de Tony, plus 2 Mauser, plus 2 couteaux à cran d'arrêt. On a 4 armes à feu dans un deck. On va pouvoir au niveau 0 mettre contrebande. Tony, grâce à ses primes, il génère pas mal de ressources. Si vous le jouez en méga test, vous pouvez peut-être lui mettre un peu de génération de ressources. Niveau plus élevé, peut-être que vous lui mettez recharge rapide et vous tirez un gros avantage de ses armes. Alors Jacqueline, elle va avoir des cartes qui jouent avec les jetons du chaos. Et du coup, vous pouvez voir si vous aimez sceller les jetons. Moi, je ne l'ai jamais fait. Si vous voulez sceller les jetons, jouer avec tous les effets, révéler des jetons, n'en résolvez qu'une partie. Peut-être dans un deck Jim Culver. Voilà par exemple, que je retrouve vite fait. Voilà, clairvoyance. Vous utilisez clairvoyance pour investiguer avec Jim. Vous piochez le signe des anciens. Et vous dites, non, je choisis que ça soit un crâne. Et Jim, il se prend pas d'horreur. Sachant que le crâne, c'est un modificateur de 0 pour lui. Il se prend pas l'horreur. Il réussit le test. Bon, faut voir quel est l'effet spécifique au crâne, mais bon, ça devrait pas lui poser de problème. Et enfin Stella, elle c'est si vous échouez, c'est pas grave. Si vous échouez, vous dépensez pas de munitions. Si vous échouez, vous perdez pas votre clé pour l'enquête suivante. Si vous échouez, plus tard, la difficulté sera diminuée. Donc là j'ai listé toutes les cartes qui ont échoué dans le texte et je vais les trier, j'ai trié par classe, voilà. Je sais pas, par exemple, essayer et réessayer de niveau 1, ça suffit. Après qu'un test a échoué, si l'une de vos cartes compétences a été attribuée à ce test, inclinez, essayez et réessayer et dépensez une tentative, renvoyez cette carte compétence dans votre main. Phase de mythe, vous savez que vous allez échouer. Vous attribuez gardez courage, vous faites le test, vous avez échoué, vous récupérez gardez courage, avec le permanent qui s'appelle Quick Learner, comme... Non, c'est un mauvais exemple, voilà. Oui, disons plutôt Grit Furtif, voilà. Vous ne faites pas l'effort d'échouer, vous ne faites pas l'effort de réussir, vous attribuez gardez courage, vous échouez, grâce à essayer et réessayer, vous récupérez gardez courage dans votre main, gardez courage qui vous a donné 2 ressources et 2 cartes. Maintenant vous jouez Grit Furtif et vous avez plus 1 pour chacune de vos compétences jusqu'à la fin du tour, du round. Donc vos 3 prochaines actions, vous avez plus 1 et en plus de ça, vous avez eu 2 ressources, vous avez eu 2 cartes et vous pourrez peut-être recommencer au round suivant. Voilà, alors ça sera aussi, je pense, très bon pour un deck Calvin Wright. Calvin, en début de campagne, vous échouez parce qu'il a 0 de partout. J'ai pas joué depuis longtemps Calvin, mais j'avais fait une vidéo, il me semble que j'avais essayé de faire des écrans un peu détaillés et j'expliquais que
Calvin, il y a plusieurs façons de l'envisager, et notamment on peut tout à fait jouer sur la mitigation de l'échec. Or là, dans ce pack, a priori, je vais y arriver, dans ce pack, on aura des cartes qui font que l'échec n'est pas grave, ou que l'échec apporte un bonus plus tard, et peut-être aussi des cartes qui font échouer. Alors le Quick Learner pour Calvin, c'est une mauvaise idée. Vous n'allez pas dépenser 4 XP pour que Calvin échoue plus facilement pour lui donner des bonus. Non, Calvin échoue facilement au début de la campagne, il se prend des traumas et chaque XP doit servir à l'empêcher d'échouer par la suite pour les autres scénarios de la campagne ou pour rebondir suite à un échec. Par exemple, dans le premier scénario, vous avez patte de lapin de niveau 0, il échoue à ses tests mais il repioche des cartes, et ben vous remplacez ça par patte de lapin niveau 3, comme ça si jamais il échoue, ce que vous ne souhaitez pas, et il va échouer mettons de 3, et ben vous choisissez une carte parmi 3 pour qu'il réussisse par la suite. Donc au final, Calvin, c'est celui que j'ai cité 2 fois. Si vous aimez Calvin, et ben essayez d'acheter le pack de Nathaniel Shaw, le pack de Stella Clark, et vous devriez avoir déjà un deck avec plein de nouvelles possibilités, et je pense aussi de une assez bonne efficacité. Oui, parce que je reviens sur le vieux trousseau de clés. Si vous mettez ça dans un deck Calvin en début de campagne, Calvin est dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, il utilise le trousseau, il fait une enquête, il a une intelligence de base de 0, le lieu maintenant a une valeur occulte de 1, s'il pioche un plus 1, il réussit, s'il pioche autre chose, il rate. Non, pardon, allez, soyons pluralistes. Il est dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Il a le vieux trousseau de clés. Il dit, je fais une enquête avec le vieux trousseau de clés. Donc une enquête maintenant à 0 contre 0. S'il pioche l'échec automatique, il n'a pas perdu de clé. Il a raté, mais il n'a pas perdu de clé. Puis s'il pioche autre chose, il réussit et il dépense une clé. Mettons plus tard, maintenant, il a subi une horreur, donc il a une intelligence de 1. Il est dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, il teste 1 contre 1 et il peut tester jusqu'à ce qu'il réussisse. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc sur l'article, pour le moment ça existe qu'en anglais, je pense à sortir bientôt en français. Vous avez les 5 packs, des détails, on vous montre quelques cartes. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a une réédition d'entraînement physique. On a un allié, on sait que il y aura l'allié Great Wagner. Alors là, je sais pas, d'après l'image, on voit pas trop, je pense que c'est une femme. La purificatrice, on n'en sait pas plus. Ça sont des cartes dont je vous ai parlé. Le disque d'Itzana au niveau 0. Nourrir l'esprit au niveau 0. Visiblement, au niveau 0, ça sera un test contre une difficulté de 1, pas contre une difficulté de 0 et 3 cartes piochées maximum. Bon, je suis pas certain que moi ça m'intéressera beaucoup plus que Croquis Absurde. Réédition de l'assistante de laboratoire. Dans le pack truand, réédition de Manœuvre audacieuse. Une alliée, Lonnie Rittner, la mécanicienne festige, je sais pas ce que ça veut dire. Et en survivant, réédition de Voyage astral, réédition de Bougie rituelle. Chez le survivant, patte de lapin de niveau 0, donc une réédition, et éprouver sa détermination de mémoire de niveau 0. Je pense que ça annulera uniquement l'effet révélation de la carte, et sans avoir à le bannir, je suppose. Voilà. Alors promis, je mettrai des index temporels les plus détaillés possibles pour que ça soit pas trop dur à suivre. Au montage, il y aura quelques blancs à couper, donc ça sera pas si long que ça. Et en conclusion, alors déjà, je suis pas sponsorisé, je suis toujours pas sponsorisé par FFG, donc c'est vraiment mon avis. Moi, je compte les acheter les 5 quand ils sortiront, de la même façon que j'achète tous les paquets Horreur Arkham qui sortent. Si vous êtes débutant, le petit récapitulatif de toutes les situations possibles. Si vous êtes débutant, que vous voulez démarrer à Horreur Arkham et que vous n'avez rien, contactez un groupe de joueurs et dites-leur « Je veux découvrir, est-ce que ça vous gêne si j'achète... » Enfin, vous pourrez faire ça l'automne prochain. L'automne prochain, vous pourrez leur dire « Est-ce que ça vous gêne si j'achète mon deck préconstruit, je viens jouer avec vous ?»
Les joueurs généralement ne sont pas méchants, ils aiment bien trouver de nouveaux partenaires de jeu. Bon, il y a de bonnes chances pour que ça marche. Vous investissez 15 euros, plus éventuellement un paquet de protège-cartes dans le jeu. Vous faites quelques parties, et si ça vous plaît, vous voyez où vous allez après. Si ça se trouve, si le groupe est sympa, vous aurez seulement acheté les decks investigateurs, et eux vous fourniront toutes les cartes scénario et tout le matériel de jeu, jetons, un jeton de ressources, jeton du chaos, etc., etc. Si vous êtes déjà dans le jeu, mais que vous avez peu de cartes, par exemple, vous avez la boîte de base et le cycle de Dunwich, un pack va fortement augmenter votre pool de cartes dans cette classe. Encore une fois, j'ai pas refait les calculs, mais si effectivement dans le pack Nathaniel Shaw, il y a autant de cartes gardiens que dans tout le cycle de Dunwich, voilà, actuellement vous avez la boîte de base plus un cycle, vous achetez Nathaniel Shaw, vous avez désormais la boîte de base plus l'équivalent de 2 cycles de cartes joueurs en gardien. En plus, ça devrait fortement augmenter vos chances de réussite de vos parties vu que le deck est bon. Autre avantage, vous êtes un joueur solitaire. Disons que vous jouez dans votre coin, ou vous jouez en couple, ou avec votre voisin, votre coloc, je ne sais pas trop quoi moi, et vous voudriez éventuellement trouver de nouveaux joueurs, vous achetez ce pack, et puis sur les réseaux sociaux, dans votre assos de jeux de société, vous dites aux gens, voilà, moi je vous propose de découvrir le jeu, vous n'aurez pas trop besoin de vous casser la tête, je vous fournis le deck préconstruit et je vous garantis, il est efficace, je vous promets qu'on ne se fera pas massacrer à toutes les parties. Si vous êtes un joueur avec un plus grand pool de cartes, comme je l'ai dit précédemment, vous regarderez l'index temporel au cas où vous auriez zappé le passage. Chacun de ces packs peut vous aider à fortement améliorer un deck que vous avez déjà. Vous trouvez que William Yorick, il est pas assez bon en tank, vous achetez le pack Nathaniel Shaw. Vous trouvez que Calvin Wright, il est pas assez fort parce que quand il échoue un test, le coût de l'échec est trop important. Vous achetez le pack Stella Clark et dernier exemple, si vous adorez le concept du méga test mais que vous n'avez jamais réussi à le faire marcher, vous achetez le pack Winifred Abamok. Évidemment, si vous êtes complétionniste comme on dit, j'ai pas besoin de vous donner de conseils parce que vous êtes complétionniste, donc vous achèterez de toute façon. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Ah oui, une dernière remarque. Si vous êtes anglophone, Man from Lang, sur sa chaîne The Whisper of... Ah, c'est amusant, j'ai toujours cru que c'était The Whisper of Darkness. The Whisper in Darkness a fait toute une vidéo, 2 heures, pour parler des différentes cartes. Voilà. Est-ce que j'arrive ? Donc voilà, des petits résumés. Nathaniel Shaw présente les différentes cartes. Il y a le chat dans lequel on a interagi un petit peu avec lui. Donc moi, j'ai... Enfin bref, si les packs vous intéressent, si vous êtes anglophone, longue discussion avec des premières idées du genre « Ah bah tiens, dans telle situation, je peux jouer ça. » La carte, si j'arrive à la retrouver. Voilà, celle-là. Lesson learned. Rapide à jouer après que vous avez subi des dégâts de la part d'une attaque ennemie. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Ça interagit bien avec en chasse. Phase de mythe, vous jouez en chasse pour être sûr de piocher un ennemi. Vous piochez l'ennemi, vous le générez engagé avec vous. Vous déclenchez une attaque d'opportunité. Vous jouez Lesson learned et vous avez vos 2 indices. Au passage maintenant... Ouais non, je vais pas dire ça. Voilà. Vous avez bien évidemment sur le forum non officiel, rubrique petites annonces, un sujet, pack investigateur tournée 2020, longue discussion. Bon, au début il y a une présentation de quelques cartes, et puis
à partir de la page 8, moi j'avais écrit quelques commentaires sur chaque carte. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais aller grailler parce qu'il est quand même 12h30, samedi 28 mars, voilà, 12h30. Concernant les prochaines vidéos, alors Marvel Champions, j'ai un peu laissé de côté parce que très honnêtement, moi j'attends de nouveaux packs pour construire mon deck. Alors je vais pas me lamenter à chaque fois, mais j'ai toujours que la boîte de base, du coup j'ai pas beaucoup de possibilités de construire les decks, et ça m'a pas donné envie de ressortir plus que ça le jeu. Pour Horror Arkham, là je suis en train de faire le retour de Carcosa avec Mandy Thompson en solo. Comme j'ai fait plusieurs essais sur Mandy Thompson en solo, je vais vous faire une vidéo de présentation de deck. Et là, peut-être qu'au lieu de simplement vous présenter le deck actuel, je vous expliquerai quel a été mon cheminement, deck après deck, comment j'ai essayé avec 40 cartes, enfin d'abord, comment j'ai essayé Mandy en mystique, biclassé mystique, puis biclassé survivant, maintenant je fais du biclassé truand, comment j'ai essayé avec 40 cartes, 30 cartes, les quelques changements. Je l'ai joué avec un deck 19 XP en scénario indépendant, puis j'ai fait donc ce qu'on appelle parfois du reverse engineering, là on pourrait peut-être dire du reverse deck building, pour à partir de mon deck à 19 XP faire un deck à 0 XP. Une fois que j'avais mon deck à 0 XP, je me suis dit, on sait jamais, imaginons que dans ma campagne je réussis super bien et que j'atteins, je sais plus combien, 30 points d'expérience. Qu'est-ce que je mets au-delà des 19 XP? J'ai fait ce deck là, j'ai commencé ma campagne de Carcosa, j'ai fait 2 scénarios. En 2 scénarios, j'ai gagné seulement 5 XP. Bon. Et du coup, je continue les scénarios. J'espère finir la campagne soit ce soir, soit demain matin. Et ensuite, je vous fais la vidéo. Une fois que j'aurai fait cette vidéo, je me lance dans la campagne. Le retour de Carcosa, mais ce coup-ci en duo avec Daisy Walker et Mark Harrigan. Daisy Walker, j'ai prévu de lui faire améliorer le journal des rêves, lui faire identifier. Au moment où je peux mettre le journal des rêves identifié dans mon deck, je regarde quelles sont les 3 améliorations du journal des rêves, je les connais toujours pas. Et une fois que je l'aurai appris, je pourrai enregistrer la vidéo de déballage du pack. Je crois que c'est... Évidemment, j'ai cliqué à côté. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, je pourrai faire la vidéo pour point de non-retour. Une vidéo qui sera sûrement en ligne le mercredi, dans 2 mercredis, donc le 8. Point de non-retour sûrement en ligne le 8. La demeure des dieux en ligne le 15. Tisseuse du cosmos en ligne le 22. Ah oui, Tisseuse du cosmos avec des cartes bien bourrines, notamment Spiritual Resolve, qui donne vraiment envie de jouer dans un deck Mark Harrigan. Mais en l'occurrence, pas dans ce deck Mark Harrigan là. Faute de place et d'XP. Bon allez, voilà, ce coup-ci c'est vraiment tout. Allez, moi je vous dis, bonne journée, bonne soirée, bonne continuation, bonne partie, etc. Et à la prochaine, au revoir.